Chaque année, un roman remporte le prix Goncourt et ça fait maintenant 4 années que je lis le vainqueur. Et depuis, je dois bien dire que j'ai remarqué plusieurs similitudes entre mes lectures. J'exagère un tout petit peu, mais en gros j'ai l'impression de relire un peu le même livre à chaque fois. Alors comment est-ce qu'un seul livre peut se détacher de la masse à la rentrée littéraire? Qu'est-ce qui permet d'être couronné par le plus grand prix littéraire français? Pour répondre à cette question, j'ai mené ma petite enquête en analysant 50 ans d'histoire. J'ai analysé les thèmes, les profils, les maisons d'édition, et au bout d'un moment, j'ai pu désigner un profil. Si votre livre parle de trauma, de mémoire familiale, d'un père silencieux et qu'en plus il est publié chez Gallimard, et bah félicitations, c'est quasi sûr, vous allez avoir le prix Goncourt. Et si en plus de ça, vous êtes un homme blanc de 50 ans, ah bah là c'est beaucoup. Parce que oui, il y a des critères qui reviennent sans arrêt. Des constantes, des obsessions qui expliquent un petit peu cette marque Goncourt et qui expliquent aussi pourquoi, dans mes lectures, je me retrouve toujours avec ce sentiment de lire la même chose. Déjà, soyons honnêtes, c'est rarement ma lecture préférée de l'année. Là, je suis en train de lire celui de cette année, c'est long. Et en plus de ça, chaque année, il y a un vrai décalage entre le prix Goncourt qui est décerné et le livre qui est le plus vendu aux Français. Voilà, dans les goûts, on s'y retrouve pas toujours. Pour comprendre tout ça, on va faire un petit voyage d'un demi-siècle. Qu'est-ce qui fait qu'un roman devient le Goncourt? Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est un moment traditionnel dans la vie littéraire française, ça a toujours quelque chose d'un peu dramatique, spectaculaire. Prix Goncourt 1966. Le prix Goncourt 1967. Oh, écoutez, je vous en prie, taisez-vous. Bonjour, bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Avant de parler des recettes, prenons quand même le temps de parler du concours. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est ce truc un peu ouf qui peut vraiment transformer un roman en classique et qui va décoller au niveau des ventes dans les librairies. En moyenne, lorsque vous décrochez le concours, eh bien votre livre va se vendre à 500 000 exemplaires, voire parfois à 1 million d'exemplaires. C'est avec cette étiquette rouge pétard que votre livre va se distinguer et bien souvent se retrouver sous les sapins de Noël. Alors après, ça peut bider, hein. Ça arrive. En 2000, par exemple, l'Académie distingue le roman Ingrid Caven de Jean-Jacques Schull, encensé par la critique mais jugé invendable par les libraires. Mais il y a aussi des succès fulgurants qui font rêver n'importe quel auteur. Le prix Goncourt le plus vendu à ce jour est L'Amant de Marguerite Duras, vendu à plus de 2,4 millions d'exemplaires dans le monde, toute édition confondue. En deuxième position, L'Épervier de Maheu de Jean Carrière, couronné en 1972 à plus de 2 millions d'exemplaires. Et plus récemment, L'Anomalie d'Hervé Letellier, qui a franchi la barre symbolique du million d'exemplaires en seulement quelques mois. Bon, après ces chiffres, voilà, ça reste à prendre avec des pincettes. On n'a pas exactement toutes les ventes, mais ça donne une idée en tout cas. 3 romans, 3 époques et un seul constat, lorsqu'on vous choisit pour le concours, votre livre peut atteindre des sommets. Et puis le concours, c'est une institution. Ça se passe chez Drouin avec son jury sur lequel ça vaut le coup de se pencher. Parce que pour comprendre un prix littéraire, il faut aussi regarder qui le décerne. Le Goncourt n'est ni un jury tournant, ni un groupe de lecteurs amateurs. Non, non, non. Il est attribué par l'Académie Concours. 10 écrivains, des académiciens et académiciennes occupent chacun un siège, qu'on appelle un couvert. Et ils votent chaque année chez Drouin, en plein cœur de Paris. Le mandat n'a pas de durée fixe. Quand une place se libère, ce sont les membres eux-mêmes qui élisent la personne qui les rejoindra. Ouais, c'est quand même un joli petit entre-soi. Même si depuis 2008, il existe une restriction d'âge, ainsi qu'une règle éthique. Un jury ne peut pas travailler dans une maison d'édition pour éviter tout conflit d'intérêts. Ouais, et ça c'est seulement depuis 2008. Aujourd'hui, parmi les 10 votants, on retrouve par exemple Didier Decoing qui préside l'Académie depuis 2020, Tahar Benjeloun qui est là depuis 2008, ou encore Françoise Chambert-Gallor qui est là depuis 1995. Avant ma naissance donc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que le concours, chaque année, eh bien, il est donné par le même petit groupe qui change difficilement et surtout, qui a cette même vision de la littérature. Et si on s'intéresse à ces 50 dernières années, qui a gagné le prix concours, eh bien, ça vient confirmer un certain regard. Ce n'est pas un hasard, c'est aussi un reflet de ceux qui lisent les livres, débattent et votent chaque année. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi le concours il pèse de ouf, voyons comment on le gagne. Alors je vais pas vous mytho, c'est pas le prix le plus diversifié qui existe. Non, on l'a bien vu déjà. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a aussi des thèmes qui reviennent sans arrêt. En analysant ces 50 derniers lauréats, c'est flagrant, le prix Goncourt adore les mêmes thèmes. C'est presque rassurant, sans grande surprise et assez monogame. Et il y a 5 thèmes qui reviennent sans cesse. Le premier, c'est la mémoire. C'est vraiment le grand amour du jury. Mémoire familiale, historique, traumatique, d'un pays, d'une mère, d'un fantôme. Bref, si votre narrateur a oublié quelque chose ou qu'il est en train de chercher quelque chose qu'il a oublié, vous êtes sur la bonne voie. C'est simple, avec le prix Goncourt, le passé n'est jamais véritablement derrière nous. Il essaye toujours un petit peu de nous rattraper. Comme avec Rue des boutiques obscures de Modiano, où un certain Guy Roland, employé d'une agence de police privée, part à la recherche d'un inconnu. Et ça va aussi combler le besoin de se retrouver lui-même, après des années d'amnésie. Le deuxième thème, c'est la famille. Plus elle est dysfonctionnelle, mieux c'est. On n'est pas vraiment dans un délire team famille bienveillante. Non, on est dans un délire team famille qui t'a envoyé en thérapie pendant au moins 20 ans. Il faut des secrets, des pères taiseux, des grands-mères qui savent des choses, des oncles traumatisés, bref, faut que ça aille pas bien dans la famille. Le roman Goncourt, c'est souvent un personnage qui enquête sur sa propre histoire.
l'histoire, et qui ainsi finit par découvrir celle des autres. C'est le cas dans Les Champs d'honneur de Jean Rouault. C'est le premier roman de cet auteur, qui est alors ponctuellement vendeur de journaux dans un kiosque parisien. Il a commencé ce livre dans les années 1880 afin de retracer le portrait disparu de sa famille. Il y a 6 tomes en tout, ça le travaillait. Ensuite, la carte vraiment joker qu'on peut sortir comme ça, c'est la guerre et l'histoire. Ça marche toujours. C'est des romans qui nous montrent que l'histoire, c'est pas juste un décor. C'est un personnage à part entière dans l'histoire. Comme par exemple avec Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Avec l'histoire de 2 hommes, ils ont miraculeusement survécu au carnage de la Grande Guerre, aux horreurs des tranchées, et Albert et Édouard vont monter tous les deux une escroquerie. Le petit nouveau, celui qui a un peu le vent en poupe, c'est l'exil, la question de la quête de soi. À partir des années 90 et aussi des années 2000, on retrouve beaucoup de livres dans le prix Goncourt qui se questionnent sur l'identité. On le remarque par exemple avec La plus secrète mémoire des hommes de Mohamed Mbougarsar. Diegan, le narrateur, est un écrivain sénégalais, il vit à Paris et il est à la recherche d'un homme qui a écrit un livre, Le labyrinthe de l'inhumain, roman fantomatique qu'il a découvert par hasard et qui a changé sa vie et sa conception de la littérature. Car son auteur est accusé de racisme et également de plagiat. Ces histoires racontent une autre manière de voir la France. C'est aussi le cas avec Texaco de Patrick Chamoiseau. Marie-Sophie Laborieux raconte à l'auteur plus de 150 ans d'histoire, d'épopées de la Martinique, depuis les sombres plantations esclavagistes jusqu'au drame contemporain de la conquête des villes. Et c'est là qu'il y a des auteurs et des autrices qui viennent changer complètement le prisme de ce prix. Avec par exemple Marie Ndiaye et son roman 3 femmes puissantes, qui s'intéresse à 3 récits, 3 histoires de femmes, Nora, Fanta et Kadi, qui disent non à l'humiliation et oui à la vie. Et enfin, le dernier thème, le petit chouchou un peu discret, c'est l'art, avec un grand A. Ça peut être les romans sur l'art, la musique, la sculpture, l'écriture, tant que ça parle d'art, vous êtes bon, c'est tout droit. C'est par exemple ce qu'on a remarqué avec le livre Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea. C'est l'exemple parfait. On est en Italie en 1996 et Michelangelo Vitaliani, dit Mimo, est un homme mourant retiré dans un monastère où il veille sur sa dernière statue qui a fait polémique et il replonge alors dans ses souvenirs et l'histoire de sa vie. Bon, on a compris quels thèmes reviennent régulièrement. Maintenant, voyons qui les écrit. C'est la partie qui m'a fait le plus rire. Ou pleurer, je sais pas. Alors tenez-vous bien, on a 70% d'hommes, majoritairement blancs, souvent entre 45 et 55 ans, et publiés chez Gallimard, Grasset, Actes Sud ou Le Seuil. Le Goncourt adore les grandes maisons parisiennes, même si de temps en temps il y a une petite maison d'édition complètement indépendante qui vient se glisser, comme par exemple l'Iconoclaste, avec Veiller sur elle, et là on se dit « Oh, bah dis donc, ça se révolutionne chez le Goncourt !» C'est beau, on dirait un conte de fées, mais ça reste assez restreint. C'est vraiment juste des petites exceptions. Le prix Goncourt, il a été créé il y a maintenant 120 ans par Edmond de Goncourt, et c'est au bout de 80 ans d'existence qu'il décerne le prix à une femme pour la première fois, Elsa Triolet, avec Le Premier accro coûte 2 francs, un recueil de nouvelles. Donc si on regarde sur les 50 dernières années, préparez-vous pour votre bingo, il vous faut 5 éléments. Un secret de famille assez lourd pour briser 3 générations, un narrateur hanté souvent par un truc qui est enfoui dans le grenier, mode Jumanji, une guerre ou un événement historique en toile de fond, une langue dite habitée, incandescente ou saisissante, et être publié chez Gallimard. Les chiffres ne mentent pas. Mais au-delà de la blague, il y a quelque chose d'important à retenir. Derrière ce palmarès, il y a une manière de raconter la France. Ses blessures, ses héritages, ses angles morts. Et peut-être aussi sa capacité à se réinventer. Ça, c'est à vous d'en juger. Est-ce que vous trouvez que le prix Goncourt, c'est un prix qui est un petit peu vieillot, qui demanderait à être modernisé, ou est-ce que vous avez l'impression que depuis ces dernières années, ça se modernise un peu? Moi, je saurais pas trop vous dire. J'en ai lu 1 ou 2 qui sortaient un petit peu du lot, mais sinon, entre ceux que j'ai lus ces 4 dernières années, et j'en ai lu d'autres du coup, notamment 3 femmes puissantes et Au revoir là-haut. Voilà. Moi, je suis pas convaincue. Mais n'hésitez pas à me convaincre dans les commentaires. Merci d'avoir plongé avec moi dans plus de 50 ans d'histoire. Pour le prix Goncourt de cette année et tous les autres prix littéraires de la saison, je reviens prochainement avec une vidéo à ce sujet où je lis tous les prix littéraires pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker cette vidéo, à la partager et à faire un petit tour sur mon Patreon si vous souhaitez soutenir mon travail. C'est hyper précieux. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!